Bonjour, bienvenue sur ce podcast Ton pied, mon pied. Si tu nous découvres, pense à t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une femme qui est en couple avec un aventurier, avec une personne qui aime prendre des risques. Et comment est-ce qu'elle fait, au final, pour le rejoindre, en quelque sorte, dans sa folie. Bonjour Assitan, Bonjour, chérie. comment tu vas? Aussi bien que les Bleus en 98. D'accord, donc très bien. Alors, aujourd'hui j'ai des questions pour toi, tu vas nous éclairer un peu. La question qui me vient là d'entrée, c'est pour quelle raison euh, tu as, tu étais réticente au départ à l'idée d'entreprendre, à l'idée d'avoir ton propre business, ou même de me suivre tout bêtement dans mes aventures. Pourquoi j'étais réticente? Je dirais dans un premier temps que c'est un domaine que je connais pas. Donc c'était nouveau pour moi. Je me souviens pas d'un membre de ma famille qui est entrepris, pardon, et finalement prospéré. Ça, c'était premièrement. Euh, pour poursuivre, je dirais que je n'avais peut-être pas suffisamment confiance euh, en mes capacités, en les tiennes et aux nôtres. Troisièmement, pour finir, je dirais que j'ai toujours eu peur d'être pauvre. Mhm. Donc finalement, avoir un métier stable, enfin un métier dit stable, un CDI, avoir son chez soi, c'était, je pense, la meilleure manière de pas être pauvre, d'avoir au moins le strict minimum, vivre. Par conséquent, se lancer, ça, c'était prendre trop de risques pour moi. Ok. J'étais peut-être jeune. Faut dire également que peut-être que les expériences passées, notamment de ma mère ou de certaines personnes que j'ai vues essayer et peut-être essuyer des échecs, ont influé sur ce choix-là, sur ma difficulté de passer le pas, en me disant si ça marche pas, j'ai pas de parachute, j'ai pas de sortie de secours, comment je vais faire? Donc voilà, je pense que pour toutes ces raisons, c'était compliqué pour moi de me lancer. D'autant plus que euh, je suis l'aînée. J'ai toujours été, je vais dire, l'enfant, pas parfait. Non, j'ai jamais été parfaite, mais l'enfant modèle quand même qui Ouais, suit les l'exemple, règles. en quelque Voilà, sorte. l'exemple. Voilà, qui suit les règles. Et donc, pour moi, échouer, c'était inimaginable. C'était pas envisageable pour mes parents, pour mes petits frères et sœurs qui suivent derrière. Et finalement, je pensais pas réellement à ce que moi, je voulais. Alors, c'est bien, tu as mis l'accent sur échouer. Ce n'était pas envisageable. J'ai plein de questions là à ce Et pourtant, sujet. j'ai... J'ai plein de questions à ce sujet pour une Ouais, prochaine vidéo, mais c'est ok, important. On garde ça pour la suite. ok. Et comment ça se passe dans ton esprit dès lors où tu te rends compte que... bon, parce que quand on se met ensemble au début, tu as conscience que je suis un peu un aventurier, j'aime prendre le risque, j'aime essayer, tenter des affaires. C'est pas pour autant que ça marche toujours. Mais comment ça se passe dans ton esprit? Parce qu'il y a ce moment où, bon, à l'époque, on ne vit pas forcément ensemble sous le même toit. Et qu'est-ce que tu te dis? Comment tu vois la chose? Est-ce qu'à un moment donné, dans ton esprit, tu te dis, bon, peut-être ça va changer, peut-être il est jeune, c'est juste, c'est juste une folie d'ado qu'il traverse, ça va s'atténuer. Mais comment tu le vis? J'y pense pas réellement. Ok. On commence à sortir ensemble, j'ai 16 ans. À 16 ans, je me pose pas du tout la question. C'est vrai que je vois que tu es aventurier, que voilà, tu es là, tu es ici. Mais ça m'impacte pas encore.
Et même 2 ans après, quand on se met ensemble, quand on commence à habiter ensemble, pas 2 ans après, 4 ans après, quand on habite ensemble, c'est les réalités de la vie, finalement, qui me ramènent à tous ces questionnements. C'est quand on commence à habiter ensemble que la fin du mois, elle est difficile, qu'il faut payer le loyer, qu'il faut manger, qu'il faut déjà meubler l'appartement, parce qu'on a dormi pas mal au sol. Que je commence à me dire, mais finalement, le business, c'est trop des montagnes russes, c'est trop incertain. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est ce dans quoi il faut se jeter? Surtout que de l'autre côté, il y a la pression des parents. Moi, j'avais pas encore fini mes études, j'avais pas passé le permis encore, donc on mettait vachement la pression sur avoir des résultats. Il fallait qu'on ait des résultats, il fallait que ça marche, étant donné tous les interdits qu'on avait bravés pour pouvoir être Ça, ensemble. Donc voilà. Donc je me pose pas la question réellement. C'est vraiment, je me retrouve sur le fait accompli de me dire, finalement, si lui, moi, la sécurité, c'est de prendre un emploi, un CDI, bosser. Si lui, il veut pas faire de même, comment on fait? Comment on fait si ces business ne fonctionnent pas? Voilà. justement, quand à nos débuts, on échange sur le regard que tu poses sur moi, j'ai ce sentiment que mon côté un peu, justement, aventurier, parce que sans entrer dans l'entrepreneuriat, en quelque sorte, celui qui aime découvrir, qui aime prendre des risques, qui aime aller tester des choses qu'il ne connaît pas forcément. J'ai l'impression que c'est un côté qui te fascine, en quelque sorte, qui te plaît, j'ai envie de dire ça comme ça. Après, tu me diras, c'est vrai que tu n'en mesures pas le risque à cette époque-là. Et au moment où on vit ensemble et que tu te rends compte que, bon, vraiment, son aventure peut le mener à des situations où, à la fin du mois, c'est pas ce qu'on va manger. Est-ce que tu le vis de la même manière? Est-ce que tu souhaites que ça s'atténue? Voilà, c'est ça ma réelle question. Est-ce que tu souhaites que ça change? Parce que, ok, t'as pas conscience au départ, mais quand tu prends conscience du chemin vers lequel ça peut nous mener, est-ce que ta volonté, c'est que je change de vision? Est-ce que tu te dis, en quelque sorte, je vais dire ça comme ça, j'aimerais qu'il arrête de rêver, qu'il redescende un peu sur terre? Est-ce que je parais à ce moment-là pour une personne qui plane, on va dire ça? Alors, pour répondre à ta première question, oui, j'étais fascinée et ton côté foufou me plaît. Je dis me plaît au présent parce que c'est toujours le cas. Me plaît parce que j'ai aussi cette fougue-là. Je suis capable de me lâcher, de vivre à 100 à l'heure. Néanmoins, c'était la vie que j'avais, je vais dire, à l'extérieur. Ça veut dire qu'avec toi, j'étais insouciante, on sortait, on n'avait pas de soucis, en fait, à 16, 17 ans. La vie était belle. Et finalement, quand je rentrais à la maison, j'avais des responsabilités, j'avais des choses à faire que je faisais avec beaucoup de sérieux. Okay. Quand on s'est installés ensemble, finalement, c'était plus juste une escapade, notre vie. C'était la réalité, il fallait assumer. Et donc, il y a eu un moment où, oui, j'ai souhaité que peut-être tu sois un peu moins fou, parce que j'avais aussi ce besoin-là de sécurité, d'avoir l'impression que quelqu'un me soutient. Si moi j'y arrive pas, quelqu'un peut rattraper derrière moi, voilà, prendre le relais. Ouais. Et étant fougueux, aimant la prise de risque, moi ça a redoublé mon côté responsabilité et structure. Je suis devenue encore plus rigide, je veux dire, encore plus carrée sur ce qu'il y a à faire, j'ai pas droit à l'échec, parce que si j'échoue, c'est pas lui qui va me rattraper, puisque lui, déjà, il est en bonne planée, il sait pas trop où il va. Donc, voilà. Donc, je pense que ça a renforcé chez moi. Et finalement, ça, je pense que c'est le travers aussi de
de beaucoup de personnes qui sont très carrées et rigides. Je dis pas strict, hein, je dis vraiment rigide. Ça veut dire rigide, ça fait appel au fait qu'on peut pas souple, en fait. On peut pas trop m'aller, on se laisse pas aller. C'est que c'est fatigant. C'est vraiment fatigant au bout d'un moment, en fait, de se mettre la pression, de pas avoir le droit d'échouer, d'être parfait tout le temps, entre guillemets. Et donc, à un moment donné, j'ai été fatiguée de ça. Et j'avais envie de me reposer sur une épaule. Mais c'était pas toi, à ce moment-là. Du fait que, ou en tout cas, je vais pas dire ça. C'était pas ma perception des choses. J'avais pas l'impression que je pouvais me reposer sur toi, même si c'était le cas. Parce qu'avec du recul, maintenant, je suis capable de dire que oui, c'était le cas. Mais pour moi, tu étais trop instable pour que je puisse me reposer sur toi. Alors, tu parles de beaucoup d'échecs, cette envie de réussir, cette volonté j'ai envie de dire, pas cette volonté de réussite, mais cette volonté de ne pas échouer. Est-ce que tu penses que c'est lié à la pression que tu subis ou réellement à tes envies? À la pression que tu subis par rapport au regard de ta famille, tant il est vrai que quand on se met ensemble, tu dis bien, tu n'as pas fini tes études, il y a forcément la famille derrière qui se dit qu'est-ce que ça va donner. Alors, est-ce que tu as une volonté absolue de prouver que ça peut marcher? De ce fait, tu t'interdis l'échec, ou alors, tu t'interdis l'échec parce que ça fait partie de ton mode de fonctionnement, tout simplement. Un peu des deux. Tant il est vrai que j'ai toujours réussi, en fait. Avant de te connaître, en fait, j'ai pas eu d'échec. Merci. Non, je plaisante. Okay. Non, mais je veux dire, scolairement parlant, j'ai toujours été une bonne élève, j'ai toujours fait ce que je voulais faire. Basketement parlant, oui, j'ai été où j'avais envie d'aller. Et le petit délinquant, il arrive. Voilà. Il a tout perturbé. Il a tout perturbé. Non, mais donc oui, moi déjà, c'est pas de l'arrogance, mais pour moi, je réussissais et il fallait que je réussisse. C'était pas une option d'échouer, comme je l'ai dit précédemment. Et d'autre part, j'avais pas droit à l'échec parce qu'on m'a dit, tu es trop jeune pour t'installer avec lui. Vous pouvez pas vous installer ensemble. C'est un Camerounais. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses. Il y a plein de choses. Il y a on n'était pas ça. Qu'est-ce qu'on a nous les Camerounais? Oui, non, bon après ça on en parlera prochainement, mais vous étiez dans la communauté ouest-africaine, en tout cas dans ma famille, les Camerounais ils sont décrits comme justement insouciants, n'ayant pas les mêmes valeurs que nous. Donc là je confirmais encore plus les préjugés des membres de ma famille et surtout j'ai défié tout le monde. Entre guillemets, on m'avait interdit de m'installer, d'aller vivre avec toi. Et j'ai dit, si moi je le fais, je le fais parce que c'est ma décision, c'est mon choix. Et donc la pression de pas devoir rentrer à la maison et dire, vous aviez raison. Je pense que c'est le pire truc, quoi, qui puisse arriver. D'accord. Vous comprenez donc, à travers ces phrases, la pression que je subissais indirectement. Oui, indirectement. Ok, d'accord. Alors, il y a une période où, on va dire, j'essaye d'entrer dans les cases, où je travaille, et j'essaye d'être cette personne qui se contente d'un travail salarié, qui s'ennuie peut-être. Mais toi, comment tu le ressens? Est-ce que, à ce moment-là, tu te dis, bon, tiens, ça va, maintenant, il est plus stable. Un travail chaque mois, on n'a pas de questions à se poser. Même quand c'est difficile, on sait au moins comment on peut rebondir, parce qu'il y a une visibilité financière. Est-ce qu'à ce moment, comment tu me perçois? Est-ce que je change? Est-ce que tu ressens l'ennui au fond de moi? Je tiens à le préciser. Quelque part, il y avait aussi cette volonté de te rassurer. C'est pour ça qu'à un moment donné aussi, je décide de reprendre, entre guillemets, un certain chemin. Néanmoins, au fond de moi, j'ai conscience que
c'est pas quelque chose qui me convient. Alors toi, est-ce que tu arrives à le percevoir? Est-ce que tu le ressens? Comment tu le vis? Je m'en rends pas compte tout de suite. Mais il est vrai que j'en prends conscience assez rapidement. Et pour cause, finalement, tu restais pas très longtemps, tu changeais beaucoup. Je sais que voilà, il y avait généralement le premier mois de découverte, peut-être le deuxième mois d'installation, et au bout du troisième mois, c'est oui, mais ça qui me convient pas, mais si, mais ça, et là, et donc je comprenais tout de suite que ça allait pas tenir très longtemps, ou tu rencontrais d'autres difficultés, d'autres problématiques. Donc très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y allait avoir un problème, mais je l'ai pas tout de suite mis sur le compte de l'ennui. Au début, je me disais, il veut pas se ranger en fait. Ouais. Il veut pas faire comme les autres. Mhm. Il veut en faire qu'à sa tête. Mhm. Alors que quand tu travailles, on respire, on sort un peu la tête de l'eau. Quand même, on a cette petite bouffée d'air Ouais. où on est un peu plus serein. Mais je vois que toi, non, ça te dit rien, ça, en fait. Ça te convient pas. Donc oui, je m'en rends compte quand même assez rapidement. Ce qui me vient là, c'est que à ce moment-là, justement, j'ai l'impression que tu es soulagé d'un côté. Néanmoins, euh, bon, j'avais quand même une certaine manière de fonctionner, même quand je travaille. Ça veut dire que moi, je ne sais pas travailler à moitié. Ça veut dire que même si la chose ne me plaît pas, j'essaie d'être à fond dans ce que je fais. Ce qui fait que des fois, je faisais des heures sup parce que moi, j'ai essayé de me transformer quand je travaille. Et je me rendais compte que, bizarrement, quand je donnais du temps à mes activités perso, quand j'essayais d'entreprendre, du coup, ça me permettait d'organiser mon planning, ce qui fait que j'avais plus le temps pour toi, parce que j'arrivais à agencer les choses. Et quand je travaillais, c'est quand je travaillais que je me suis rendu compte que tu me faisais des remarques sur le fait que, pardon, rentre un peu plus tôt, va pas ce week-end, parce qu'il y a des fois, j'allais au travail le samedi pour avancer sur une tâche pour anticiper ma semaine, et j'avais le sentiment que finalement, est-ce que au final, ça t'enlevait pas tes moments avec moi, au final? Parce que j'avais pas du tout cette vision-là, la vision de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on travaille 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais je sais pourquoi on le fait. Je sais que c'est la marche obligée, le chemin obligé à suivre pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir, en tout cas les premières années, on est obligé de faire des heures sup. Mais à l'époque, comme je t'ai dit, moi, c'était la petite vie tranquille que je voulais. Je vais au boulot. Euh, une fois que j'ai fermé la porte du bureau, c'est fini. Je suis à la maison, je prends plaisir, je prends du temps pour ma famille, pour mes amis. Et donc, j'avais pas cette vision-là et je comprenais pas pourquoi tu voulais en faire plus. Voilà, D'accord. je comprenais pas pourquoi tu voulais en faire plus et surtout, j'y voyais pas d'intérêt. D'accord. Ok. Voilà. Donc oui, oui, je Et préfère que tu avec, rentres plus tôt que de rester au boulot, forcément. d'accord. Et avec le temps, est-ce que tu as compris? Parce que sincèrement, moi, j'en faisais plus parce que quand je vais travailler aussi, je prends en compte mes besoins, mes besoins de vie, c'est-à-dire, et mes besoins financiers. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive quelque part, le salaire que je gagne au début, j'aspire à le dépasser. Et pour ça, des fois, il faut faire un peu plus que les autres. Il faut travailler un peu plus. Et bon, c'est ça qui me conduisait à ça. Et je me suis dit, bon, finalement, et je me suis toujours posé la question, finalement, elle préfère au travail ou pas? Parce que certaines remarques ne m'étaient pas faites quand j'étais enfin, je me lançais dans les business. Ok. Alors maintenant, comment ça se fait? Comment ça s'agence dans ta tête euh, quand, comment tu fais le chemin de je ne suis pas du tout pour, du moins je suis très réticente, à finalement, finalement je vais m'ouvrir, finalement pourquoi pas. Comment tu arrives à faire comment la transition se fait? Bascule. Oui. Par force. Il m'a attaché. Non, je fais Vous sorte. allez croire qu'elle est avec un tyran. C'est pas vrai. Non. Quand je dis par force, c'est par la force de la vie, par la force des choses. Ok. Pour l'illustrer,
Finalement, pendant 10 ans, t'es passé d'un boulot à l'autre. Tu as essayé, t'as pas trouvé. Il a été difficile de trouver des postes qui correspondaient à ta qualification. Donc, pendant 10 ans, je me dis, bon, ça fait 10 ans qu'il essaye de trouver quelque chose, il trouve pas. Peut-être que c'est pas le chemin à prendre. Et puis, tu as entrepris, tu as continué d'entreprendre, sans moi, parfois sans me mettre au courant. Et finalement, je me suis retrouvée confrontée à toutes mes peurs. Malgré que moi, j'avais été la fille parfaite. J'avais toujours été dans les cases. J'avais j'avais fait ce que, selon moi, il fallait faire pour ne pas être pauvre, pour ne pas vivre les situations. Mais en fait, le simple fait d'être avec toi et qu'on soit pas en harmonie, qu'on soit pas accordé, qu'on voit pas les choses de la même manière, ça m'avait conduit à mes pires peurs. J'étais pauvre. Bon, quand je dis j'étais pauvre, j'avais à manger. Mais on comptait les sous. À la fin du mois, c'était très, très, très difficile. On s'est retrouvé avec des créances. Et au lieu de encore plus me braquer, de sombrer peut-être dans la dépression, je me suis dit, je lâche les chevaux, en fait. Parce que j'ai cette folie-là en moi, j'ai cette fougue-là. Donc j'ai dit, allons-y, j'ai plus rien à perdre, en fait. Tout ce que je voulais pas vivre, je l'ai vécu. Donc maintenant, il y a plus qu'à vivre ce que je veux vivre, en fait, finalement. Je pense que, je sais pas, ça s'est fait un petit peu inconsciemment. Ça, ça a été le cheminement que ça a eu dans mon cerveau. Et je me suis dit, allez, on se lance. On n'a plus rien à perdre. Avant, j'avais peur de perdre une fausse stabilité, de perdre finalement des sous que j'avais pas. Donc, maintenant, j'avais plus rien à perdre puisque j'étais vraiment au sol. D'accord. Alors, tu soulignes un truc important. Tu as parlé que tu avais envie aussi de faire les choses. Donc, ça veut dire que, en dépit du fait que tu étais cette personne qui voulait entrer dans des cases, qui voulait répondre à des attentes extérieures, tu avais quand même des envies, tu avais des rêves, tu avais des fois des idées même, parce que plein de fois, c'est souvent même toi qui m'as apporté certaines idées, je t'ai dit, bah vas-y, viens, on le fait. Et quelques années après, je te dis, bah regarde, t'as pas voulu faire ça hier, regarde aujourd'hui, elle s'est lancée, ça marche. Donc tu étais quand même une personne qui avait envie de vivre un peu de sa folie aussi. Et comment tu arrives justement à contenir ça pendant des années? Je pose la question pourquoi? Pour la simple et bonne raison que dès lors où toi tu décides de te lâcher et te dire que bon, je vais vivre aussi ce qui me passe par la tête, on a le sentiment que c'est une autre assistante. On a l'impression que tu peux tout accomplir, que tu peux tout surmonter. Alors comment tu fais, comment ça se contient ça, comment t'arrives à contenir ça? Parce que moi sincèrement, personnellement j'ai eu du mal. Comment ça s'explique? Je répondrais tout simplement que la peur, c'est le meilleur anesthésiant. Ok. Quand on a peur, on est bloqué, on est tétanisé. C'est un sentiment, et c'est bien un sentiment en fait. C'est même pas souvent c'est pas réel. Ouais. C'est ce que nous on se fabrique, c'est des pensées qu'on fabrique. Mais ça permet de rester à sa place en fait. Voilà, comme si on était tétanisé. Donc oui, j'avais envie, mais c'est pour perdre, dans ma logique d'avant, ça valait pas le coup. Donc voilà, c'est comme ça que je le contiens. Ok, mais finalement, quelle est la stabilité qui est la plus importante? Parce qu'au final, quand je t'écoute, la stabilité dont il est question quand tu parles, j'ai l'impression que c'est la stabilité professionnelle au final, en quelque sorte. La place qu'on a dans la société. Et au final, selon toi aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Parce que quand tu es en couple, oui, tu cherches une stabilité professionnelle ou financière. Pour autant, le fait d'être en couple a de l'impact sur sur tes besoins.
Et la stabilité de ton couple peut impacter aussi ta position dans la société. Alors, qu'est-ce qui est finalement, selon toi, important? C'est vrai qu'avant, je recherchais la stabilité financière et aujourd'hui, je recherche la stabilité émotionnelle et Ok. ma santé mentale. En fait, j'ai compris que rien ne valait plus cher que ce sentiment de bien-être. Aujourd'hui, je suis bien. Je suis peut-être toujours aussi pauvre, mais je suis riche en émotions, je suis riche en bien-être, je suis bien dans ma peau. Je suis bien. Quand je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève, je sais où je vais, et ça n'a pas de prix, en fait. Et j'échangerai pas ce sentiment que j'ai, ce bien-être que j'ai, cette satisfaction que j'ai de ma vie contre une stabilité financière. Voilà, D'accord. je préfère me sentir bien, le matin me réveiller, me dire waouh, j'ai la famille que je veux. Waouh, je fais ce dont j'ai envie. En plus, ce qui est fort, je tiens à le souligner, c'est que la bascule se fait quand même à un moment donné où tu as quand même un enfant sous ta responsabilité à l'époque. 3. Ouais. Oui. Bon, au début, oui, c'est vrai qu'à un, c'est plus moi qui étais Oui, devant. ouais, ouais. C'est Après, vrai que oui. Au deuxième, ouais, tu suis vraiment qu'on le troisième, on va ouais. dire, Oui, est en non. cours. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, en fait, on se dit qu'on était deux, Et, tu traînes, et c'est au bout de 3 que ça y est, tu décides. Et t'as pas peur à ouais. ce moment, t'as plus peur, parce qu'on a quand même 3 enfants. Moi, je me pose pas la question dès le début, je pense que, voilà, J'ai j'ai, mûri. ok, J'ai mûri. Et comme je t'ai dit, j'ai été confrontée à, au pire pour moi. Donc, il restait que le meilleur à venir. Et il y a une phrase qu'on dit au Mali souvent, c'est que je traduirais de cette manière-là, c'est que finalement, chaque enfant non, a... dis-le nous en langue d'abord. Ah, non, c'est souvent ça peut avoir, Oui, ça peut être puissant de l'entendre, dis-le. enfin, je sais pas si tout le monde le dit, mais en tout cas, ma mère me l'a souvent dit, mon père me l'a déjà dit, euh, c'est que chaque enfant arrive avec son pain dans la bouche. Ok, mais tu ne l'as pas dit en langue. Je sais pas pourquoi tu... Ouais. Euh, comment le dire? Alors, j'ai plus la phrase exacte, mais c'est euh, Deme bebe na nara here. Ça veut dire que chaque enfant arrive avec son bonheur. Ok. Chaque enfant arrive avec ses opportunités. Et après, tu me l'as fait remarquer bien plus tard, c'est que finalement, en fait, chacun de nos enfants marque un tournant dans notre vie. C'est impressionnant, hein, finalement, comme c'est cyclique. Et au troisième, je prends conscience de ça, en fait, en me disant, finalement, mes enfants, en fait, ils ont besoin de moi, ils ont besoin de mon amour. Je sais qu'en France, Dieu merci, j'ai une famille, voilà, je dormirai pas dehors, j'aurai toujours, ne serait-ce que, même si c'est des patates, à manger. Donc, il faut que je tente, il faut que je me réalise. Et surtout quand j'arrive au troisième enfant en bas âge, je tiens à dire que j'ai eu 3 enfants en quoi, 4 ans? 5 ans. Donc je suis au bout de ma vie, c'est le cas de le dire. Là, il y a pas de... Et il faut que je lâche prise. Parce que si je lâche pas prise, je vais exploser. Il faut que je te fasse confiance. Il faut que je te laisse prendre le relais. Parce que j'en peux plus. Je suis fatiguée. Et finalement, je reviens aussi à mon premier désir et à la fonction que, selon moi, une femme peut avoir dans la société. Qui est? Ça veut dire que mon premier désir, ça a toujours été d'avoir une famille, des enfants, une maison, voilà, d'être heureux en famille. Quand j'étais plus jeune, je me rappelais, on me dit, qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais être heureuse avec ma famille dans une maison. Ça a toujours été ça. Finalement, j'avais une maison, enfin, j'avais un toit sur la tête, j'avais des enfants et un mari, mais j'arrivais pas à m'épanouir. Donc, et après, ma deuxième réflexion, c'était,
Finalement, en fait, je suis une Africaine. Ça m'arrangeait bien d'être africaine à ce moment-là. En tout cas, d'avoir la vision africaine et me dire, mais en fait, quel est mon rôle dans la société africaine et dans ma conception des choses, en tout cas, et comment on m'avait éduquée? C'est de faire des enfants, m'occuper de mon foyer. Et ça, je le faisais parfaitement bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci. Ça, je sais que c'est un domaine dans lequel j'excelle. Et donc, je me suis reposée sur ça en me disant, mais arrête de vouloir être la superwoman. Déjà, tu t'occupes de ton foyer et t'as fait 3 magnifiques enfants. Et parce que finalement, je banalisais le fait d'avoir des enfants. J'avais des enfants, oui, c'était l'usine. Je venais, je m'en occupais. Mais finalement, je me suis dit, mais c'est de l'art, c'est tout un métier, c'est exceptionnel, en fait, de mettre au monde des enfants, de les éduquer, de s'en occuper tous les jours. Et surtout, c'était ma passion, j'adorais faire ça. Donc, je me suis dit, mais repose sur toi. Et donc, à un moment donné, c'était plus mon problème, les factures. C'était plus mon problème. J'ai appris vraiment à lâcher prise et à me dire, mais c'est son rôle, en fait. Si on n'a pas à manger dans le frigo, c'est à lui de faire des nuits blanches, pas à moi. Parce que moi, déjà, je fais des nuits blanches parce que l'enfant est malade. Je fais des nuits blanches parce que il a la varicelle, etc. Donc, je me suis recentrée vraiment. J'ai envie de dire, c'est là où j'ai repris ma place de femme et toute mon énergie féminine, en fait. Je me suis dit, je me remets il y en a qui diront peut-être que c'est archaïque comme pensée, c'est peut-être archaïque et en même temps c'est extrêmement d'actualité. Parce que c'est vrai que pendant plusieurs années, peut-être un siècle, on a dit aux femmes, il faut que vous soyez des leaders, il faut que vous soyez sur tous les fronts. Et maintenant, on y revient un petit peu. On se dit, vous pouvez pas tout faire. On voit le nombre de dépressions postpartum des femmes, on voit le nombre de femmes qui sont à bout, qui en peuvent plus, et on se dit, mais finalement, c'est peut-être pas la solution, en fait, de vouloir être sur tous les fronts. Donc moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de prendre du recul, de me dire, tu peux pas faire tous les combats, tu peux avoir tous les combats, et surtout, laisse la place à ton homme. Laisse-le prendre la lance et le bouclier pour aller chasser. Toi, t'es à la maison et tu gardes le foyer. Donc voilà, c'est là où je me dis, lui, il tente, il pousse, et bien sûr, je serai derrière. C'est mon rôle de femme aussi de le pousser au maximum pour qu'il puisse s'élever afin de nous élever tous. Mais bien, qu'il puisse s'élever afin de nous élever tous. Ok. Bon. Et qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à un couple dont l'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat et que l'autre est un peu sceptique et n'ose pas, ou du moins n'a pas envie? Ce que je pourrais conseiller, c'est la force ne résout rien. Il faut y aller en douceur. Il faut être patient. Quand on est sûr d'avoir trouvé la personne avec qui on veut construire et que c'est réciproque, il faut être patient. Ça va venir. Je dis toujours, là, on parle du postulat qu'on est dans une relation saine, basée sur des fondations solides. Donc, forcément, votre partenaire, il veut votre bien-être. À partir de là, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que vous soyez heureux. Ce qui signifie que si vous arrivez à le toucher, à lui faire comprendre que c'est vraiment important pour vous, l'entrepreneuriat ou votre projet, je dis pas qu'il va entreprendre. Je dis pas qu'il va laisser son CDI et sa stabilité pour vous suivre, mais en tout cas, il vous soutiendra. Et c'est le plus important. Il vous soutiendra, il vous apportera son aide. Il sera pas ce frein, ce caillou dans votre chaussure, comme on dit. Ça, c'est très important. Ce que tu m'as fait réaliser également, c'est que j'avais des rêves, comme tu as dit. Depuis que tu m'as connue, moi, j'étais une révolutionnaire. Oui. Je me suis calmée un petit peu. Elle voulait changer le monde. Oui, je voulais changer le monde. Je veux toujours changer le monde. Mais sauf que j'ai changé d'angle de vue. Et je me suis rendu compte que finalement, en ayant ma petite vie tranquille, en ayant mon petit CDI, en ayant ma petite famille tranquille, sans vraiment prendre de risques, j'allais pas atteindre mes rêves. D'accord. Et ça, tu me l'as apporté. Tu m'as vraiment... Je vais prendre quelque chose de basique, sans rentrer en profondeur. Tu m'as dit,
ta chef de service, elle gagne combien? Et en fait, finalement, je m'étais jamais posé la question. Tu m'as dit, il te faudra combien d'années pour arriver à tant de salaire? Et donc, j'ai commencé à réfléchir. Et surtout que moi, je suis bonne dans la programmation. J'ai commencé à me dire, OK, je sais pas si tu te rappelles, un jour, j'avais dit, OK, si on a 3 enfants, tu multiplies les couches, Ça, je me rappelle. tu multiplies les licences pour faire du sport et tout. Donc, j'ai dégagé ce qu'il fallait générer en une année pour un couple, 3 enfants. Et j'ai vu mon salaire actuel, enfin le salaire que j'avais, et même 10 ans après, 15 ans après, avec mon évolution, même en brillant au travail, j'atteignais pas la vie que je voulais. Mm. Et ça, vraiment, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, waouh, en fait, si je reste à ma place, je ferai rien. Je vais être comme tout le monde, je vais aller au travail, je changerai pas le monde. Alors que mon rêve, ça a toujours été de changer le monde. Donc ça, vraiment, tu m'en as fait prendre conscience et je suis allée poser la question à mon chef. Je dis, vous gagnez combien? Quand elle m'a dit mon salaire, je pense que c'est là. Alors, j'ai dit, alors c'est fini. C'est bon. Je change de métier. Parce que finalement, je faisais un T'es métier. convaincu. Oui. Là, franchement, j'étais convaincue. Je faisais un métier difficile qui, selon moi, pouvait contribuer à changer le monde. Mais finalement, j'étais les mains liées parce que quand on travaille dans une structure, on doit respecter les consignes de l'employeur, tout simplement. Et mon salaire n'allait pas me permettre d'être aussi généreuse que je voulais l'être, d'éduquer mes enfants comme je voulais le faire, dans les voyages, pouvoir leur offrir les plus belles écoles s'ils en ont envie, ou de pouvoir les soutenir pour leur permis, pour leur voiture, etc. Donc voilà, le fait de aussi, je dirais, donc amener votre partenaire à se rendre compte de ce qu'il veut vraiment. Voilà, la vie qu'il souhaite. Donc, dans un premier temps, lui faire part de manière honnête et la plus précise possible de vos ambitions, de vos aspirations. Et je dirais aussi d'être confiant. Il faut être confiant. C'est parce que toi, ta confiance, elle était inébranlable que finalement, je me suis dit, bon, je vais lui faire confiance. Mais si tu étais un peu frêle, j'allais dire, ouh là là, non, j'y vais pas. Ouais. Mais comme tu étais confiant, et que tu savais que tu allais réussir. Pour toi, mais d'ailleurs, tu m'as dit, quand on était ensemble, quand on sortait ensemble, ça faisait quelque temps, tu m'as dit, t'inquiète, dans 2 ans, je serai riche. Donc, t'étais sûr de toi. Donc, j'avais plus qu'à te suivre. Alors que on n'a pas envie de faire confiance à quelqu'un qui n'est pas lui-même confiant Ouais. et qui n'est pas capable de défendre ses projets. Donc, soyez confiants, sachez défendre vos projets. Et ça, même si on n'a pas encore prouvé. Et même si on n'a pas prouvé. Ok. Le fait d'y croire déjà soi-même, on a envie de laisser le bénéfice du doute. Quand tu m'as dit je serais riche dans 2 ans. Ça durait. Ouais, non, mais j'y croyais pas. Enfin, c'est pas que j'y croyais pas, c'est que tu me l'as dit avec tellement de certitude, je me suis dit, ça se trouve, c'est vrai. Peut-être on lui a fait une prédiction. Donc, j'avais envie de te laisser le bénéfice du doute. Et même si j'étais pas avec toi pour ça, mais c'est quand même, ça fait plaisir de se dire, ah, son mari, il m'a dit dans 2 ans, je serai riche, je vais tenter, ben, ça se trouve, j'ai que 2 ans à galérer et après, je serai bien. Donc voilà, donc il faut être confiant, savoir défendre ses projets, ses ambitions et amener l'autre en douceur. Trouver des intérêts communs. Et voilà, j'allais dire, pour conclure, je dirais que ta plus grande force, ça a été, et notre plus grande force, ça a été ta capacité à me montrer mes capacités, je vais dire, à me mettre en avant, à me dire aide-moi sur tel ou tel projet et à me faire comprendre que je pouvais être utile. Et finalement, je me suis laissé prendre au jeu parce que dans un premier temps, tu t'es lancé tout seul, mais j'étais finalement plus autant investi que toi parce que je sais que l'administratif c'était moi, je sais que la com, je fais ce que je peux, c'était moi. Donc finalement, je m'investissais et ça me plaisait. Je prenais plaisir à te voir t'épanouir. On a commencé à se déplacer tous les deux, à aller démarcher ensemble et ça nous a rapprochés.
Au Ah oui, final, ça, c'est un point important aussi. C'est vrai que le fait d'entreprendre, ça, on y voit des risques, mais au voilà, on y final, voit des risques, mais nous, ça nous a vraiment rapprochés. Je dirais que par moments, ça a sauvé notre couple. Donc voilà, j'avais tout intérêt à entreprendre finalement avec toi. d'accord. Eh ben, merci pour ces mots. Donc, vous l'aurez compris, hein, si votre partenaire souhaite entreprendre et que vous ne voulez pas, la force ne résout rien. Vous l'aurez également compris, prenez conscience de vos rêves. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Puisque très souvent, on va se limiter au poste qu'on a aujourd'hui, à la carrière qu'on a. En revanche, est-ce que cette carrière nous permet réellement d'atteindre nos objectifs? Faites comme assistant. Prenez une feuille de calcul. Élaborez, établissez vos comptes. Et est-ce que sur 10 ans, quand vous voyez votre vie, est-ce que vous voyez une vie qui va vous satisfaire? Et comme elle a si bien dit, assistant voulait changer le monde. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Franck et son épouse, assistant, accompagnons les couples pour travailler de sorte à harmoniser vos visions, vous permettre d'entreprendre ensemble ou vous épanouir tout simplement. Alors, c'était Ton pied, mon pied. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Lâche-nous des commentaires pour nous dire ce que tu en penses. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Viens Vis et et deviens deviens la la meilleure meilleure version version de de toi. toi.